Bonsoir, bienvenue à notre troisième séance sur Explorer les sens. Ce soir, on va discuter d'outils sensoriels et de stratégies pour les enfants. Mon nom est Véronique Chiasson et je suis ergothérapeute autorisée en Ontario et c'est moi qui vais faire la présentation avec vous ce soir. Pour commencer, je vais vous faire un petit aperçu de ce qu'on va discuter. Pour commencer la séance d'aujourd'hui, on va premièrement aller retourner en arrière et regarder certains des concepts de nos derniers webinaires. Ensuite de ça, on va parler de stratégies pour chacun des différents sens. Donc, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, la vision, la proprioception, le vestibulaire et l'interoception. Puis, on va terminer par une genre d'idée de chasse au trésor sensoriel que vous pourriez faire pour vous-même ou pour votre enfant. J'aimerais vous rappeler qu'une fois encore, on va avoir le temps, après l'enregistrement, de répondre à des questions en direct. Et pour m'assurer que j'ai des questions, je vous invite à les mettre dans la boîte questions-réponses à n'importe quel moment pendant la séance pour que moi, je puisse les regarder puis y répondre par la suite. Donc, allons-y avec notre petite révision. L'intégration sensorielle, pour ceux qui ont été là pour les les deux premiers webinaires et aujourd'hui le troisième, vous commencez à vraiment comprendre c'est quoi l'intégration sensorielle. Je vais quand même faire une petite revue. Dans le fond, c'est notre corps qui reçoit des informations du monde extérieur et du monde intérieur, de l'intérieur de notre corps. Et notre cerveau, il les organise, les traite et les interprète. Puis ensuite, il va avoir une réponse ou une action ou un résultat de notre part qui est la sortie. Donc, ce processus-là aussi a déjà été appelé traitement sensoriel ou intégration sensorielle. Les deux sont utilisés de façon interchangeable. Ensuite, on a parlé de à quoi ça ressemble une personne qui peut avoir des difficultés avec le traitement sensoriel, des défis sensoriels dans le fond. Certaines personnes ne réagissent pas assez à la stimulation sensorielle. D'autres personnes peuvent y réagir trop. Donc, une sous-réponse, ça signifie que quelqu'un a une grande tasse. Elles ont besoin de beaucoup de stimulation pour remplir leur tasse. Donc, elles ont un seuil élevé. Ça en prend beaucoup là, pour que la personne réagisse. Une personne qui est surréactive, dans le fond, elle a une petite tasse. Sa tasse peut facilement déborder si elle reçoit trop d'informations. Et le trop d'informations, c'est relatif selon la personne. La grosseur de la tasse varie selon les personnes. Mais la personne qui a un seuil bas a une beaucoup plus petite tasse et ça en prend beaucoup moins avant de réagir. On a parlé des différentes catégories de sens. Je les ai nommées quand on a commencé, mais on a discuté de différents styles sensoriels. On a examiné différentes stratégies liées à chaque style. On avait les 4 différents styles. Tous ces sens-là sont très importants. On a les plus communs, puis on a les moins communs, mais on va discuter de chacun d'eux aujourd'hui avec des stratégies. Donc, le un qu'on connaît beaucoup moins, c'est celui de l'interoception. On va en parler un petit peu de stratégie aussi là, qu'on peut appliquer pour ce sens-là. Bon, sans plus tarder, on va commencer par notre premier sens qui est l'odorat. Vous avez, dans le fond, vous avez comme un résumé ici, mais je vais discuter de différents exemples avec vous. Notre sens olfactif, il est connecté à notre système limbique. Donc, le système limbique, ce que c'est le centre de l'émotion et de la mémoire. Donc, les odeurs, souvent, même si on ne peut même pas l'expliquer, les odeurs peuvent déclencher des souvenirs forts et des réponses émotionnelles quand même assez importantes ou intéressantes selon l'odeur et la situation
qui est arrivé quand on a ressenti là, cette senteur-là. Donc, ça, c'est super important parce que parfois, on peut penser qu'une personne va surréagir à quelque chose, mais c'est parce que c'est aussi très relié aux émotions. Donc, il faut garder ça en esprit parce que, dans le fond, certaines personnes pourraient avoir des réactions quand même assez importantes. Les stratégies pour ces sens-là, selon si on est plus ou moins sensible, vont différer. Pour ceux qui sont réactifs ou surréactifs aux odeurs, donc il y a un seuil bas, ça ne prend pas grand-chose. On veut éviter les odeurs et les parfums forts, bien sûr. Il existe souvent des politiques maintenant d'interdire des odeurs dans les endroits publics comme les transports en commun, certains endroits de travail, des choses comme ça, les écoles aussi. Mais cette règle-là ne s'applique pas toujours lorsqu'on se déplace dans la communauté à certains endroits. Puis aussi, certaines odeurs ne sont pas dans cette liste-là. Donc, pareil, je donne un exemple. Il y a un enfant avec qui je travaillais que c'était mon déodorant. Et il ne sentait vraiment pas très fort, mais c'était une odeur qui l'agressait énormément. Donc, j'ai dû changer pour pouvoir continuer de travailler avec cet enfant-là, j'ai changé de déo. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très présent, mais ce n'est pas un parfum fort pour moi, mais pour cet enfant-là, ça créait énormément de détresse. Donc, j'avais changé mon déo justement pour ça. Il est important d'être conscient de ces différentes odeurs-là dans différents environnements. Par exemple, les magasins, les restaurants, l'extérieur. Par exemple, je ne sais pas si vous faites votre magasinage là, mais le Bulk Barn, c'est un magasin qui a une grande variété de produits alimentaires, puis ils sont tous disponibles en vrac. Donc, ce qui se passe, c'est que les odeurs vont passer à travers des bacs. Quand on les ouvre, on les ferme. Et il y a des épices, il y a des bonbons, il y a de la farine, il y a plein de choses là, qui peuvent quand même dégager des odeurs fortes. Puis c'est la combinaison qui pourrait être trop pour une personne aussi. Un autre exemple d'odeur qu'on peut rencontrer à l'extérieur. Moi, j'habite en campagne, donc je le sens plus. Donc, au printemps, quand la neige fond, aussi on commence à arroser les champs. Il y a vraiment l'odeur là, de ce que les agriculteurs mettent dans les champs. Et quelqu'un qui nous visite, par exemple, de la ville, ils ne sont pas habitués à ça. Donc, ça peut vraiment les agresser et même au point de ne pas pouvoir rester dehors. Tandis que nous, on est habitués, on le ressent moins. Donc, ça peut être quelque chose d'autre sur lequel on veut penser selon où est-ce qu'on s'en va. C'est possible d'explorer les sens, le sens olfactif de manière ludique, par exemple. On peut parler des odeurs qui nous entourent, même si on n'est pas certain que notre enfant ne comprend pas, ou nous, si on modèle qu'on sent quelque chose et qu'on fait ça sent telle chose, on peut en discuter, puis discuter aussi les odeurs qu'il aime et qu'il n'aime pas. Donc, si on voit, par exemple, qu'il réagit à quelque chose, on peut faire des commentaires sur comment il réagit, puis dire, tu ne sembles pas aimer cette odeur-là, hein? Donc, ça, on peut faire ça. Souvent, il suffit de prêter attention à différentes odeurs puis d'élaborer un plan à l'avance si, par exemple, cette odeur-là risque d'avoir un impact là, sur notre activité. Par exemple, si on va au centre commercial et on passe en avant d'un magasin genre Bath and Body Works qui vendent les parfums, les savons et tout ça, faudrait peut-être passer par un autre chemin ou avoir un plan là, pour couvrir le nez à l'avance, avant qu'on soit exacerbé là, par ces odeurs-là. Si on a accès à de l'air frais, c'est sûr que ça peut être intéressant. Donc, si l'ouverture d'une fenêtre, si on fait cuire quelque chose qu'on sait qui peut être un peu plus accablant là, pour votre enfant, juste ouvrir une petite fenêtre pour faire circuler l'air frais, ça peut aider énormément. Pour ceux qui sont sous-réactifs, par exemple, là, j'ai parlé de surréactifs parce que c'est souvent ce qu'on va voir et des réactions très importantes. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant là, de le mentionner puis d'avoir des trucs et des stratégies. Mais pour les personnes qui sont sous-réactives, donc qui
vont vouloir tout sentir parce qu'ils mettent tout au nez, parce qu'ils veulent vraiment aller chercher là, ces informations-là, parce qu'ils ont une grande tasse. On peut expérimenter, par exemple, avec l'aromathérapie, qui peut être super intéressante. Donc, les huiles essentielles, on peut avoir des odeurs qui sont calmantes, comme la lavande, par exemple. Et on peut avoir des odeurs alertantes, comme la cannelle. Puis, il y a beaucoup de gens qui jurent là, par certaines huiles pour justement à la fin de la journée, pour calmer ou des choses comme ça. Ils vont mettre un petit peu de lavande dans le bain ou même le soir, avec un diffuseur, mettre ça là, dans la chambre avec certaines huiles là, qui peuvent soutenir, dans le fond, soit l'alerte ou calmer le système nerveux selon ce qu'on veut faire. Donc, ça pourrait être intéressant de développer ça avec votre enfant, mais souvent, il faut faire des tests pour voir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Moi, je sais que j'ai une de mes enfants, moi, a beaucoup de difficultés de sommeil. Donc, la lavande et un autre mélange là, qu'on utilisait, qu'on mettait dans la chambre le soir avant de se coucher, ça l'aidait énormément à relaxer pour tomber endormi. Donc, ça, c'est pour les stratégies olfactives. Maintenant, on va passer à la prochaine. Ah, le goût, donc les stratégies gustatives. On va voir qu'on a tous des préférences pour certains aliments. Hein. Il y a des goûts qu'on aime, il y a des goûts qu'on n'aime pas ou qu'on ne supporte pas. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Par exemple, si vous avez déjà essayé la coriandre, je ne sais pas si pour vous, vous pouvez peut-être penser que c'est rafraîchissant, c'est savoureux, mais pour d'autres personnes, il y a vraiment là, des statistiques là-dessus, là, où est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas du tout et ça, pour eux, ça goûte le savon. Donc, je ne sais pas quel type vous êtes. Moi, j'aime bien. Donc, moi, je suis du camp qui aime bien la coriandre. En gardant ça à l'esprit, par exemple, on peut commencer à penser puis permettre aux enfants d'explorer différents goûts, tout en leur donnant la permission de pas aimer certaines saveurs ou certains aliments. Donc, on veut essayer, mais ça se peut qu'il y a des choses qu'on n'aime pas. Puis c'est ça qu'il faut souvent garder en tête lorsqu'on fait cet exercice-là avec notre enfant, c'est que de se rappeler que nous, il y a des choses que nous, on n'aime pas. Donc, c'est OK s'ils ne mangent pas de tout, mais on veut qu'ils essaient. Les problèmes sensoriels liés à l'alimentation sont extrêmement courants avec les enfants autistes et les personnes autistes. Puis on n'a pas le temps là, d'aller dans les détails énormes aujourd'hui. On va plutôt parler de stratégies très générales. Puis la première consiste à permettre aux enfants d'être exposés à une variété de goûts, de températures, de textures d'aliments. Donc, et de faire ça sans s'attendre à ce qu'ils doivent le manger. Donc, c'est la première chose. Une autre chose qu'on peut faire, c'est être attentif aux goûts et aux odeurs fortes qui peuvent causer de la détresse, par exemple, chez les enfants qui sont sensibles. Par exemple, certains éléments épicés. Donc, ça, c'est quelque chose deux stratégies qu'on veut garder en tête. D'un autre côté, une des choses qu'on veut voir, c'est que souvent les goûts qu'on dit difficiles, souvent on va penser que c'est lié au goût, mais pas nécessairement. Je m'explique. Ça pourrait être dû à d'autres propriétés sensorielles comme la texture de l'aliment. Donc là, on parle plus du toucher, mais à l'intérieur de la bouche ou même sur les mains, hein, c'est possible aussi. Et de l'odeur qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, parce que la nourriture, ça implique plein de choses. Incorporer de la nourriture, puis encourager le toucher, puis déguster des aliments à d'autres moments de la journée, ça pourrait aider l'enfant à encourager de l'exploration sans avoir la pression de manger ces aliments-là qu'il connaît moins ou qui sont un petit peu plus problématiques. Donc, pas seulement au moment du repas, mais avoir des occasions d'exploration à d'autres moments. Par exemple, permettre le jeu alimentaire. Donc, utiliser des aliments dans le jeu. C'est pas tout le monde qui a les mêmes opinions là-dessus, puis comme parent, on veut respecter ça, mais parfois, pendant les repas, permettre l'exploration. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Parfois, on n'aime pas ça, les dégâts, mais l'exploration
des aliments dans des activités manuelles, par exemple, ou le jeu, peut être une façon d'explorer. Donc, par exemple, on peut utiliser des fruits ou des légumes pour faire de l'art. Donc, par exemple, une branche de céleri peut devenir un pinceau. On peut faire des tampons avec des pommes ou des pommes de terre. Moi, je me rappelle avoir fait ça quand j'étais jeune, où on va mettre des fois, on va mettre quelques petits fruits dans une assiette avec de la peinture, puis on peut les promener dans la peinture, comme on ferait avec des billes, par exemple. Mais on peut utiliser des aliments. Comme ça, l'enfant se pratique à les toucher et à avoir l'odeur. On peut aussi utiliser des aliments réels ou fictifs pour jouer. Donc, ça peut être quelque chose comme faire donner à manger au bébé, des choses comme ça. Mais aussi, on pourrait utiliser des aliments sèches pour faire des bacs sensoriels. Par exemple, des pâtes sèches, du riz, des haricots ou des céréales. Ça peut être intéressant comme base. Nous, par exemple, parfois, qu'on a déjà fait, c'est qu'on a mis des céréales dans le mélangeur, puis on a fait du sable avec des céréales pour pouvoir explorer là, le toucher, puis tout ça, puis l'odeur du sable et éventuellement présenter d'une différente façon. L'enfant ne mangera pas le sable, par exemple, parce qu'on ne voudrait pas qu'il fasse ça, mais présenter d'une façon différente, ça lui permet là, d'explorer. On peut ajouter des fruits et légumes en plastique ou réels dans le bac sensoriel pour jouer avec, utiliser des récipients pour trier les aliments, jouer avec eux, les cacher, des choses comme ça. Donc, le bac sensoriel peut être super intéressant et une façon d'explorer là, des stratégies comme ça. Pour certains enfants, puis on peut commencer quand même assez tôt. On peut incorporer les enfants dans la participation à la préparation des aliments. Ça peut commencer avec le goûter avec les tout-petits, même si juste d'ouvrir la barre granola ou nous aider à couper la pomme ou la banane ou même juste peler la banane, par exemple. Les aider à sentir et toucher et voir ce qu'ils vont manger peut faire un grand impact. Par exemple, pour les plus grands, ils peuvent nous aider à faire le magasinage, donc faire les épiceries, choisir une recette, essayer, regarder les propriétés des aliments en ligne, par exemple. On peut aider à choisir les ingrédients. De cette façon-là, le plus qu'on participe à la préparation du repas, il y a plus de chances qu'on le mange. Donc, je ne dis pas que c'est garanti, hein? Il n'y a rien de garanti là-dedans, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à essayer. Aider à mesurer, mélanger, faire la cuisson. On peut incorporer les enfants dans une façon sécuritaire à toutes ces étapes-là. On peut aussi faire des choses comme des tests de goût, où est-ce qu'on va goûter pour voir, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on aime ça comme ça, est-ce qu'il y a assez d'épices dedans ou des choses comme ça. Mais aussi, on peut essayer des tests de goût, par exemple, je vais donner l'exemple des carottes, où est-ce qu'on les prépare de façon différente, puis là, on va les tester, voir quel qu'on aime le mieux. Donc, si on le fait de genre... dans ce genre ludique-là, donc amusant, ça peut être bien, comme des carottes, des bébés carottes, des carottes pelées, des carottes cuites, ou bien des petites carottes en allumettes. Puis là, on peut voir quel on préfère. Et on peut voir avec l'enfant, dans le fond, lequel il préfère. Il s'agit vraiment juste qu'on veut plus qu'il mange de carottes, mais le faire de façon, dans ce jeu-là, ça peut être intéressant. La température de l'aliment fait une différence aussi. Carottes cuites chaudes, carottes crues froides, ça peut jouer aussi sur les préférences de votre enfant. Puis si vous le savez, par la suite, vous pourriez proposer ce que vous savez qu'il aime mieux. Un autre exemple, ça c'est tester différentes marques d'un aliment. On sait qu'avec les enfants autistes et même les ados, les différentes marques, ça peut être un problème parfois. Ils vont juste manger les nuggets du McDo, par exemple, et pas celles du A&W ou quelque chose comme ça. Donc, tester ces choses-là, de faire des tests avec différentes marques d'un aliment qu'on sait qu'ils aiment bien peut être intéressant pour voir lequel on aime mieux ou est-ce qu'on est OK si c'est un petit peu différent. On peut aussi changer la texture de l'aliment, comme par exemple faire des smoothies ou des soupes crémeuses peut être une façon aussi là, de changer la texture. Par exemple,
plusieurs fruits pour plusieurs enfants, ça va être compliqué parce que chaque fruit n'a pas la même texture. Donc, habituellement, un enfant va plus aimer une pomme parce que la pomme est pas mal toute la même texture dans tous les morceaux que je vais manger. Tandis que, par exemple, les bleuets vont être différents. Chacun peut avoir une texture différente. Il y en a qui vont être un peu plus durs, il y en a qui vont être un peu plus sucrés. Donc, c'est comme une surprise à chaque fois qu'on en mange un. Donc, de les faire d'une différente façon, donc dans un muffin, où est-ce que là, ils sont tous pareils, ou de les mettre dans un smoothie peut dans le fond, aider l'enfant à accepter de manger des bleuets. S'il voit aussi les mettre dans le mélangeur ou s'il lui participe, c'est encore mieux. Mais sans là, cette surprise-là à chaque fois. Moi, je sais que moi, j'ai un problème avec, par exemple, les framboises. Je les aime très fermes. S'il y en a qui sont un peu trop molles, oublie ça, je ne voudrais pas les manger. Donc, mettre l'accent sur le plaisir et l'exploration plutôt que la pression pour manger ou l'inquiétude de gaspiller la nourriture. Je sais que ça coûte cher maintenant, mais quand on a un enfant qui a des énormes difficultés, il faut enlever cette pression-là un peu et aller vers l'exploration puis l'aspect ludique pour que ça soit plaisant plutôt que sur la pression là, pour manger. Donc, on va passer à notre prochaine stratégie. Donc, on va parler maintenant des stratégies tactiles ou le toucher. Encore une fois, il faut se souvenir des notions de sur-réponse et de sous-réponse. Donc, certaines personnes ont une petite tasse, sont très sensibles au moins de contact, par exemple les étiquettes de vêtements. D'autres personnes ont besoin de beaucoup de contact. Ça va être des enfants, là, par exemple, qui peuvent arracher des jouets des étagères, vont mettre des choses dans leur bouche, qui veulent tout toucher. Donc, on veut voir là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces différents enfants-là. Pour les personnes qui sont sous-réactives, donc qui ont besoin de beaucoup d'apports sensoriels, heureusement, il existe beaucoup d'outils sensoriels, comme même des fois, il y en a trop, hein, c'est pas quel choisir. Pour ces personnes occupées qui ont besoin de toucher des objets pour rester bien régulées. Il y a quelques exemples d'outils de manipulation ici. Il y en a qui sont disponibles, par exemple, sur School Specialty. Ça se peut que votre enfant connaisse déjà certains des outils de manipulation parce qu'ils ont travaillé avec un ergothérapeute ou qui ont accès à ces outils-là à l'école. Mais essentiellement, l'idée, c'est de fournir beaucoup d'informations aux mains occupées pour qu'elles essaient de remplir leurs tâches d'une façon appropriée ou acceptable. C'est important de noter là, qu'on a tendance à que bouger soit utilisé comme un outil, mais on veut aussi donner des sensations tactiles à l'enfant pourrait l'aider à se sentir régulé. Donc, parfois, on pense que l'enfant a besoin de bouger, mais il a peut-être besoin du toucher. Donc, si l'outil devient une distraction, par contre, plutôt qu'un outil, on va vraiment mettre en place des choses pour limiter l'exploration pour vraiment que ça soit utile. Donc, si ça l'empêche de faire ces autres activités de la vie quotidienne, mais là, on va vouloir faire des échanges, de donner parfois l'outil, puis là, reprendre l'outil, avoir un endroit sécuritaire où il peut le poser, puis là, on peut passer à d'autres choses. Il existe plein d'outils de manipulation. Il y en a beaucoup qui sont disponibles aussi dans des magasins de jouets maintenant. Toys R Us en a, Mastermind Toys va en avoir, Walmart, Dollarama, il y en a aussi. Votre enfant pourrait vouloir en essayer plusieurs pour voir ce qu'il aime le plus. Par exemple, il faut juste s'assurer selon est-ce qu'il met les choses à la bouche, ou est-ce qu'il lèche les objets, des choses comme ça, de vraiment donner des choses sécuritaires, là, pas des petits morceaux, des choses comme ça. Il existe aussi des objets, justement, des objets buccaux, donc, ou à mâcher, qui permettent de toucher les lèvres, la langue et les dents d'une manière appropriée puis acceptable. Donc, ça, c'est parfois disponible. Vous avez peut-être déjà entendu le mot chewy, donc il vient de l'anglais. Il y en a différents types, différentes textures, il y en a qui vont être vraiment mous ou il y en a qui vont être vraiment plus durs. Donc, c'est juste de voir quel qui pourrait être utile pour votre enfant ou est-ce que là, on peut
remplacer les objets de la vie quotidienne qu'il met dans sa bouche par le chewy, sans le chicaner, bien sûr, mais juste de faire cet échange-là pour aider votre enfant là, à explorer d'une autre façon. Il y a aussi des choses qu'on peut faire pour donner de l'information sensorielle à la bouche, comme boire de l'eau avec une paille. Une petite paille va faire travailler plus la bouche qu'une grosse paille, par exemple. Ça serait une autre idée pour les enfants qui sont un petit peu plus âgés ou les jeunes ou les ados. Je sais que parfois, on a déjà entendu là, les stratégies de mâcher de la gomme. Ça, il faut faire attention, hein, vraiment utiliser ça avec des plus grands qui savent qu'il ne faut pas l'avaler, mais c'est une stratégie orale aussi qui est reliée au toucher. Donc, on va regarder le prochain type pour le toucher. Donc, pour les enfants qui sont plus sensibles au toucher, donc là, on a parlé des autres enfants qui ont une plus grande tasse, qui ont besoin de l'information. Pour les enfants qui sont plus sensibles au toucher, c'est utile de leur donner des occasions d'expérimenter des textures nouvelles ou différentes ou sur lesquelles ils ne sont pas trop certains, de façon graduelle et contrôlée. Donc, afin qu'eux sentent qu'il y a une maîtrise sur la situation puis qu'ils sont en sécurité. Donc, on ne veut pas forcer, ou comme la nourriture, hein, on ne veut pas forcer ou pousser l'enfant à toucher des choses pour lesquelles il y a de la difficulté. Par exemple, les tables sensorielles, c'en est un. Que ce soit des tables sensorielles sèches ou avec de l'eau. La pâte à modeler, la mousse, comme la mousse à jouer, là, ou la peinture à doigts, ça, c'en est d'autres exemples. Ou c'était la mode, là, je pense que c'est encore la mode maintenant, la slime. Donc, il y a des petites recettes en ligne qu'on peut voir. Ça, ce sont des textures que les enfants qui sont plus sensibles au toucher peuvent vraiment avoir beaucoup de difficultés. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut commencer par nous, on joue dedans, on laisse là, voir si l'enfant va toucher, mais rendre ça amusant, puis voir si l'enfant graduellement va accepter là, de manipuler. La préparation des aliments, on en a parlé tout à l'heure, ça, c'est une autre façon. Puis, on pourrait aussi parler d'essayer des stratégies sensorielles de toucher, mais de d'autres parties du corps. On a beaucoup parlé des mains, là. Par exemple, la course à obstacles sensorielle. Ou est-ce que c'est plutôt nos pieds qui vont participer? Donc, ça, c'est un exemple d'un centre de traitement pour enfants de Calgary en Alberta, eux autres qui ont partagé cette photo-là et ils ont créé dans le fond, une course obstacle sensorielle avec du papier déchiqueté, de la pâte à modeler, du riz. Donc, soit on peut le faire avec les mains, on peut le faire avec les pieds. Donc, à ce moment-là, l'enfant peut passer d'un bac à l'autre à son propre rythme. On peut l'encourager. Il y en a peut-être qui va aimer, il y en a peut-être qui va moins aimer. Donc, ça, c'est une idée là, qu'on pourrait explorer. Si on regarde l'ensemble de l'activité, on peut voir qu'il y a du mouvement aussi. Il y a des différents tapis, des matelas avec différentes textures. Il y a des textures plus molles, des textures plus dures, des roches lisses qu'on peut marcher dessus et les bacs sensoriels. Puis si vous regardez dans le fond, là, vous pouvez voir qu'il y a une serviette suspendue pour s'essuyer les mains ou les pieds à n'importe quel moment. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut être difficile pour certains enfants qui ont des difficultés avec le toucher. Donc, moi, je fais un peu la même chose que je vais recommander parfois au moment du repas, d'avoir une petite serviette mouillée ou sèche selon les préférences de votre enfant pour essuyer ses mains quand il touche la nourriture. Parce que parfois, c'est pas qu'il ne veut pas le manger, mais il ne veut pas le toucher. Donc, ça pourrait être un autre exemple qu'on pourrait faire qui ressemble à cette serviette-là. C'est pas pour tout le monde, ça demande beaucoup de travail puis d'installation, comme on peut voir, mais c'est un exemple d'un type d'activité que vous pourriez proposer. Vous pouvez avoir une version simplifiée avec juste un bac ou deux, et puis essayer différents matériaux ou textures. Si vous avez d'autres enfants dans la fratrie, un ami, un voisin, qui peuvent modeler aussi, ça peut être intéressant parce que des fois, ils ont plus tendance à imiter les copains que les parents, mais de nous modeler, que nous aussi, on aime ça, puis on trouve ça intéressant de toucher cette texture-là, ou que,
Il y en a certaines qu'on aime moins, mais pour normaliser là, que c'est OK d'avoir des sensibilités à des textures, mais qu'on va quand même essayer d'explorer. Donc ça, c'est pour le toucher. On va regarder maintenant les stratégies auditives. Donc, pour les stratégies auditives, on garde dans l'esprit encore nos réactions surréactives et sous-réactives. On peut penser à comment les sons dans notre environnement vont nous affecter de différentes façons. Le premier conseil, dans le fond, c'est prendre conscience des sons, puis du niveau sonore comme dans chaque environnement, le niveau sonore total dans chaque environnement. Comme on a pris conscience des différentes odeurs aussi, c'est un peu le même concept. Si on est à l'intérieur, on veut voir comment est-ce que le son se propage. Par exemple, quand on est dans un grand bâtiment comme un centre commercial ou je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis comme ça là, au Costco. J'ai énormément de difficultés à aller faire mon magasinage là à cause des sons. Parce que ça voyage, c'est fort, il y en a partout, il y en a plein. Tous les petits bruits, j'ai de la difficulté. Ou, par exemple, dans une piscine intérieure, ça résonne, le gymnase, donc ça peut être très distrayant ou perturbant. On veut penser à ces choses-là parce que ça pourrait affecter votre enfant. Rappelez-vous aussi qu'on a discuté du concept d'habituation, donc à certaines situations au fil du temps. Et dans certains cas, cette réponse d'habituation-là est perturbée. Donc, l'enfant ne s'habitue pas au son. Donc, ça peut arriver. Donc, si on se rend dans une patinoire, au début, on peut penser que le son est très, très fort, il y a de l'écho, on se sent mal à l'aise, mais après un petit bout, ça va mieux. Mais pour certaines personnes, ça ne deviendra pas mieux. Donc, ils vont moins s'habituer. Il ne pourra jamais le tolérer, par exemple. Puis là, il va avoir se souvenir, la prochaine fois qu'il va à la patinoire, il va se rappeler que, oh, j'aime pas ça, cet endroit-là, puis on peut avoir des difficultés, même juste à s'y rendre. C'est là que les casques anti-bruit pourraient être utiles. Vous avez une petite image ici d'un enfant qui porte un casque anti-bruit ou même un casque ordinaire ou des écouteurs qui couvrent les oreilles. Pour les grands, des écouteurs de ce type-ci ou même plutôt des earpods, là, donc les petites oreillettes pour les enfants qui tolèrent ça peuvent être très, très intéressants. Puis pour les ados, ça passe plus inaperçu, tout le monde en porte, donc ça peut être intéressant. Ces casques-là sont vraiment courants, donc c'est facile de s'en procurer. Puis, les gens portent beaucoup moins de jugement qu'ils portaient dans le passé quand ils voyaient quelqu'un avec des écouteurs. Donc, c'est devenu très commun. On peut aussi mettre des sons là-dedans, dans ces écouteurs-là. On pourrait mettre de la musique, par exemple. Donc, ça peut aider l'enfant. À la maison, est-ce qu'on a la télévision allumée? Est-ce que ça crée des distractions? Ou est-ce qu'il y a toujours de la musique et ça, c'est aidant ou moins aidant? Ça va dépendre de l'enfant. On veut reconnaître là, ces différences-là. Pour nos chercheurs de sens, donc ceux qui aiment faire du bruit pour le plaisir, c'est souvent des enfants qui vont fredonner, qui vont chanter, qui vont parler beaucoup, qui vont faire des jeux avec leur bouche. Donc, ils vont babiller, ils vont crier, ils vont rire. On sait que ce n'est pas toujours approprié selon les situations. Donc, faire du bruit dans certains environnements, c'est moins accepté. Donc, si on pense à la bibliothèque, on se faisait souvent dire le silence. Dans le fond, il faut trouver des endroits qui sont plus acceptables ou est-ce que c'est encouragé de faire du bruit? C'est une raison qui peut être intéressante de passer du temps à l'extérieur, les terrains de jeu, courir dans les champs, des choses comme ça, parce que là, il n'y a pas personne. Il y a aussi maintenant des endroits où est-ce qu'ils ont des heures sensorielles, où est-ce que là, ça va être plus accepté parce qu'on est conscient qu'on a des moments pour les personnes qui ont des différences sensorielles. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant d'y penser. Donc, expérimenter avec les sons, ça veut dire quoi? Donc, jouer avec différents instruments. Si votre enfant est motivé par les chiffres,
les modèles, la musique peut être un moyen vraiment bien d'explorer cette force-là. Ça peut être très régulateur, la musique. Ça peut être soit alertant si on met de la musique qui a de l'entrain, ou ça peut être très calmant si on utilise plutôt de la musique douce et calme, ou avec des sons très spécifiques ou des fréquences qui peuvent être vraiment calmantes pour le système nerveux. Donc, vous pouvez aussi improviser, puis faire des objets de musique à la maison vous-même. C'est pas obligé d'être des instruments de musique dispendieux qu'on se procure. Mais on peut taper des pots et des casseroles, mais ça peut aussi il y a des programmes de percussion aussi qui existent. Il y a aussi sur les tablettes, il y a des applis de percussion, il y a certains enfants qui pourraient aimer ça. Et on peut toujours utiliser du matériel comme ça ou des gros ballons où on tape dessus, donc pour faire créer ces sons-là pour les enfants qui aiment bien faire du bruit. Bien sûr, on peut chanter, donc il y a les chansons qu'on peut utiliser. Si on utilise la musique en pleine conscience, on peut prêter attention à l'aspect calmant ou alertant de la musique. Donc, où est-ce que là, on écoute et on essaie d'entendre qu'est-ce qu'on entend dans cette musique-là, qu'est-ce qu'on aime, c'est quoi les sons qu'on aime. Donc, votre enfant pourrait aussi bénéficier de ça. Parfois, on va fermer les yeux ou on va essayer de ressentir comment notre corps se sent dans ces moments-là. On peut dessiner par la suite qu'est-ce qu'on a entendu. On veut faire attention au volume, bien sûr, mais on peut voir comment on se sent par rapport à ces sons-là. Nous, parfois, ce qu'on va aussi voir, c'est un espace calme pour certains enfants. Est-ce que ça, c'est nécessaire? Donc là, on a parlé de l'enfant qui aimait faire du bruit, qui aime les sons, qui aime le chanter, mais il y a aussi des enfants qui ont besoin d'un espace calme où est-ce qu'il y a moins dans le fond, de stimulation auditive. Donc, à ce moment-là, nos sorties pourraient être planifiées en conséquence. Est-ce qu'on y va plus à un moment où c'est moins occupé, faire les épiceries si on doit amener notre enfant avec nous, plutôt que le samedi à 3h30, là, on sait que c'est très occupé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme stratégie? C'est vraiment planifier les sorties et les événements pour justement aller à des moments propices ou aller, comme j'ai mentionné, dans les moments sans saut, à certains endroits qui les ont. Aussi d'avoir un plan là, de sortie. Donc, ça peut être, OK, on reste un certain montant de temps et ensuite on quitte. Ou si on voit que l'enfant a de la difficulté, on a un plan pour un endroit calme, aller prendre une pause ou même juste partir de l'événement. Donc, ça pourrait être intéressant, là, même si c'est juste aller dans la voiture 5 minutes puis après on revient. Ou c'est juste aller dehors, à l'extérieur de la salle où est-ce que l'événement, donc quelque chose comme ça. Surtout quand on pense des fêtes d'enfants, des réunions de famille, des choses comme ça, ça pourrait être intéressant là, d'explorer différentes options comme ça. J'ai donné beaucoup d'idées parce que les stratégies auditives sont vraiment quelque chose qu'on voit fréquemment, puis on ne sait pas toujours comment y réagir. La prochaine, les stratégies visuelles. Si on prend l'exemple d'une chambre d'un enfant, donc il y a des jouets, des livres, des appareils électroniques, des vêtements, des choses comme ça, surtout dans l'image que vous voyez là. Comment est-ce que vous vous sentez? Pour certaines personnes, ça va être très stressant. Donc, moi aussi, ça me stresse un peu quand je vois ça parce que là, il y a des choses partout. C'est très envahissant. D'un autre côté, si on regarde la prochaine image, si on regarde cette image-là, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent plus calme? Est-ce qu'on se sent plus serein? Est-ce qu'on se sent organisé? Ça ne veut pas dire que chaque pièce dans la maison doit être parfaite et proprement rangée à tout moment, parce que ce n'est pas une attente réaliste, mais c'est juste un rappel que ça pourrait causer des difficultés pour quelqu'un qui a des difficultés au niveau de l'information visuelle si sa tasse se remplit très vite.
Le bruit visuel qu'on appelle ou le désordre peut être très dérégulateur. Là. Ça peut vraiment causer des difficultés. Donc, le fait de réduire le désordre ou avoir un système et impliquer votre enfant dans le rangement des jeux à la fin d'une activité, à la fin, quand on a fini de lire un livre, on le repose sur l'armoire, par exemple, peut aider l'enfant à se sentir plus calme et organisé, puis à développer là, ces compétences de vie-là, d'organisation. Donc, on veut les impliquer, même s'ils sont tout petits, on peut commencer ça très tôt. Parce que parfois, le bruit visuel, comme j'ai mentionné, peut être dérégulateur et on ne s'en rendra même pas compte que c'est ça si nous, ça nous dérange moins. Mais par exemple, dans ma famille, on est plusieurs, on est 6. Et il y a certains de mes enfants que ça ne leur dérange pas trop, mais un autre de mes enfants, que si, par exemple, le comptoir, il y a beaucoup de choses, vraiment dérégulateur, là, il y a de la difficulté à faire ses activités et ses tâches à cause de ça. Maintenant, pour des stratégies visuelles. Donc, réduire le désordre, on l'a mentionné, minimiser les distractions sur les murs. Et parfois, dans certaines classes ou dans certains environnements, on a plein d'informations sur les murs. Et ça peut causer des difficultés pour les enfants. Des distractions, mais aussi peut causer de la détresse. Donc, on veut aussi des moyens d'organiser les jouets puis le matériel, des bacs, des boîtes. On peut mettre des étiquettes aussi. On peut utiliser des images pour communiquer, comme un horaire visuel ou un emploi du temps visuel, on pourrait mettre ça. Ou est-ce qu'on explique la routine avec des images pour aider la personne à savoir ce qu'il y a à faire. Dans une salle de classe ou d'autres situations d'apprentissage, déterminer où est-ce que l'enfant va être assis pour mieux voir puis minimiser les distractions, soit de la fenêtre, de la porte, du couloir, des copains. Je sais que, par exemple, j'ai un jeune avec qui je travaillais, puis on penserait qu'être assis en avant, ça serait mieux, mais pour lui, c'était comme trop proche du tableau, c'était difficile, tandis que pour un autre enfant, être assis à l'arrière, c'était compliqué parce que là, il voyait tout ce que les autres faisaient. Et ça, c'était extrêmement distrayant et même, ça pouvait amener de la détresse. Donc ça, c'est une chose qu'on veut penser. Selon les enfants, qu'est-ce qui va être mieux pour s'asseoir dans des endroits comme ça. Dessiner, pratiquer le dessin avec les enfants qui aiment beaucoup. Les aspects visuels peuvent être intéressants. Donc, travailler sur une surface verticale pour que le plan visuel soit plus facile à voir. Peut aussi aider les personnes qui ont plus de difficultés à voir le fond de l'image et l'image. Donc, ça pourrait être aidant pour les enfants qui voient moins bien les aspects visuels. Donc, ça, c'est nos exemples pour les aspects visuels et le sens de la vision. Le prochain, c'est nos stratégies proprioceptives. Donc, qu'est-ce que c'est encore? On va faire un petit rappel. C'est l'entrée des muscles et de nos articulations qu'on reçoit par le biais d'une pression profonde comme pousser, tirer, soulever, serrer. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça, ces données sensorielles-là, dans notre vie quotidienne? On va voir. On va regarder notre prochaine diapo. Là, ici, on voit 2 enfants qui poussent quelque chose, donc pousser. Donc, on peut aider à transporter un bac, essuyer le tableau effaçable, par exemple, là, si je parle à l'école. Donc, ça, c'est une pression profonde parce qu'on doit effacer, écraser des textures, serrer la main, faire un câlin si c'est approprié. Travailler couché sur le ventre. Donc, par exemple, soit pour regarder notre tablette ou faire du dessin ou regarder un livre, on pourrait être allongé sur le ventre parce que là, on a une pression profonde sur tout le corps. On a aussi ce qu'on appelle le travail lourd. Donc, là, je viens de mentionner pousser un objet lourd ou un chariot ou quelque chose comme ça. Ça, on appelle ça du travail lourd. Donc, ça amène des informations à notre corps qui peuvent être très calmantes
pour rassasier là, ce sens-là là, de proprioception. Il y a aussi, donc là, on a parlé de choses dans la vie quotidienne, mais il y a aussi une façon d'aller chercher ces pressions profondes-là à l'aide des outils sensoriels comme des animaux lestés avec du poids dedans, des vêtements de compression. Là, ici, vous avez l'exemple de body sock, donc ça, c'en est un. Ou porter un sac à dos avec un poids dedans ou un sac à dos un petit peu plus lourd. Donc, ça, c'est un autre exemple qu'on pourrait aborder là, d'une façon avec des outils sensoriels. Donc, il y a la vie quotidienne, mais il y a aussi des outils sensoriels. Ça dépend vraiment des enfants. Il n'y a pas vraiment de recette magique. Il faut vraiment voir qu'est-ce que l'enfant préfère et est-ce qu'on voit une différence dans la façon qu'il se comporte. Est-ce que ça semble aider? Est-ce que ça semble être calmant? Ou est-ce que ça semble lui donner ces informations-là qu'il a besoin? C'est ça qu'on veut voir. Regardons maintenant le système vestibulaire. Donc, le système vestibulaire, c'est le mouvement. Donc, on se rappelle que notre sens vestibulaire, c'est notre sens d'équilibre, c'est la relation à la gravité de la Terre et notre conscience de notre tête dans l'espace. Dans nos activités quotidiennes, à quelle fréquence est-ce que votre enfant a la chance d'expérimenter ces différents mouvements-là? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut se poser. Est-ce qu'il y a les occasions de tourner, de se balancer, de grimper, de glisser, de se placer à l'envers, de bondir ou de sauter? Donc, il y a des exemples parcs à l'air de jeu qu'on peut incorporer plusieurs de ces mouvements-là, mais il y a des jours où ce n'est pas nécessairement accessible. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quelle autre façon est-ce qu'on peut intégrer ça dans notre journée? Donc, si je n'ai pas d'équipement, qu'est-ce que je fais? Donc, on peut jouer à des jeux. Donc, on peut jouer à des jeux comme suivre le chef, passer par-dessus, passer par en dessous, aller à l'envers, marcher, sauter, rouler, tourner. Donc, le jeu un peu Jean-dit. Donc, ça peut être intéressant. Il y a des programmes d'activités de type yoga et gymnastique aussi. Donc, ça peut être super intéressant parce que ça fait justement, ça fait bouger, ça fait dépenser de l'énergie, mais aussi ça travaille le vestibulaire, donc changer notre position de notre corps dans l'espace. Donc, il y a des vidéos sur YouTube où est-ce qu'on peut aller faire là, des sessions de yoga virtuelles. Donc, ça peut être intéressant. Il y a aussi des gros ballons thérapeutiques, là, les grosses balles sur lesquelles on peut bondir, s'asseoir, rouler. Donc, ça c'en est d'autres. Il y a des tunnels ou des tentes de jeu, donc qui amènent aussi à faire le mouvement. Il y a aussi les mini-trampolines ou les grosses trampolines. Ça, il faut faire attention, selon l'âge de l'enfant, au niveau sécurité et tout ça. Donc, ce n'est pas recommandé là, pour les tout petits. Mais parfois, les enfants, ils ont vraiment besoin de sauter, donc c'est quelque chose à considérer si on a accès à ça. Donc, on veut voir comment est-ce qu'on peut travailler l'équilibre et expérimenter la position de la tête. Encore une fois, pour certains enfants, ça peut être... là, on a parlé ça pourrait être pour beaucoup de stratégies pour les enfants qui ont une grande tasse, donc qui ont besoin de bouger. Pour les enfants pour lesquels ça peut être porteur de détresse, les mouvements, des choses comme ça, on va vouloir y aller graduellement. On peut explorer ces activités-là, mais on va y aller doucement, on va le faire lentement, on va peut-être aller plus style tai chi que dans Zumba. Donc, on veut garder ça là, plus doux, cette exploration-là, que très rapide et certains mouvements là, qui sont plus difficiles pour l'enfant. Donc, ça, c'est une des choses qu'on voudrait garder à l'esprit.
Il y a aussi des outils sensoriels qu'on peut utiliser pour des stratégies de mouvement. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. On a parlé du coussin Move and Sit. Hein, c'est le petit coussin bleu là, qui ressemble un petit peu à une pointe de tarte, donc en angle. C'est gonflé et il y a une texture et ça permet là, de bouger tout en étant assis sur la chaise. Il y a aussi le disque d'équilibre sur lequel on pourrait se mettre debout ou on pourrait s'asseoir. Et vous avez le petit tabouret aussi que vous voyez en dessous qui nous permet là, de changer de position et de bouger, mais tout en restant, là, assis. On pourrait aussi mettre sur les pattes de chaise un élastique qui nous permet là, de faire bondir les jambes sur le dos de cet élastique-là là, pour que l'enfant puisse bouger. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui bénéficient là, de ces outils-là dans les écoles pour leur permettre là, d'être quand même attentifs à ce qui se passe, mais de leur permettre de bouger en même temps. Donc, ça, ces outils-là sont disponibles aux différents endroits que vous voyez là. Il y en a à d'autres endroits aussi, mais on vous a mis là, ces exemples-là pour vous aider. Finalement, on va regarder le dernier sens qui est l'interoception. Donc, l'interoception, ce que c'est, hein, on en a discuté dans les premiers webinaires, c'est la façon dont on ressent les sensations à l'intérieur de notre corps, comme notre rythme cardiaque, notre respiration, notre température, hein, et notre sensation de faim ou si on est plein. Et aussi les envies comme aller aux toilettes. Donc, ça, c'est l'interoception, c'est l'intérieur de notre corps. Ça nous aide aussi à faire le lien entre ces sensations-là et nos sentiments. Donc, par exemple, mon rythme cardiaque va s'accélérer lorsque j'ai peur ou que je suis fâchée, par exemple. Donc, ça, c'est l'interoception qui peut me permettre là, de comprendre ça. Il y a plein de livres là-dessus. Il y en a beaucoup plus en anglais qu'en français, malheureusement. Donc, je n'ai pas pu vous mettre d'exemples spécifiques, mais il y a, par exemple, tout ce qui est la pleine conscience. Où est-ce qu'on prend conscience de la respiration pour se concentrer sur comment on respire, par exemple, ou comment on réagit ou notre corps réagit à certaines choses, donc à nos sensations de notre corps. La méditation, c'est un exemple. D'autres exercices de pleine conscience le sont aussi. Et avec les enfants, le yoga peut l'être aussi. Donc, comment est-ce que mes mains se sentent quand ils poussent, par exemple, sur le tapis, quand je fais la pose du chien, par exemple. Donc, ça, c'est comment est-ce que je ressens les choses et comment est-ce que mon corps se sent. Ces activités-là nous aident à explorer comment on se sent. Ça peut explorer comment on réagit à différentes choses. Il y a différentes ressources que vous pourriez aller voir, soit à l'enseignant, vous demandez à l'enseignant de votre enfant ou à votre équipe thérapeutique, là, si c'est quelque chose que vous aimeriez savoir. Est-ce que mon enfant pourrait bénéficier de ça? Je vous suggère d'explorer ça. Mais dans le fond, des activités aussi, de nommer comment l'enfant se sent, ça peut être intéressant. Donc, par exemple, s'il y a les joues rouges, il y a un peu de sueur, on sait qu'il y a chaud, on peut en parler, mettre des mots là-dessus pour que votre enfant puisse comprendre que, OK, quand j'ai ces sensations-là, c'est ça que ça veut dire. Juste de le mentionner, à force de le mentionner, peut aider l'enfant à comprendre comment il se sent et qu'est-ce qui se passe. Même si on n'est pas certain qu'il comprend, c'est intéressant de le modeler pour lui donner ces mots-là. Donc, ça, c'est l'interoception. C'est un sens qui est un petit peu plus compliqué. On n'en entend pas parler énormément, mais c'est de plus en plus discuté maintenant là, quand on parle des sens. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans la boîte questions-réponses, puis ça va me faire plaisir d'y répondre à la suite. La dernière stratégie qu'on va aborder aujourd'hui, bon, ça, on en a déjà parlé dans nos autres séances, c'est le coin douillet ou le petit coin de retrait sensoriel. Bien important de ne pas utiliser ça comme un coin de retrait, mais vraiment pour est-ce qu'il y a trop de choses? Est-ce qu'il
il y a trop de choses, de sensations et l'enfant a besoin d'un moment pour soit se retirer des informations visuelles, se retirer des bruits ou des choses comme ça. Vous avez un exemple ici, là, c'est une petite boîte en carton. Ça peut être aussi simple que ça. Ça pourrait être une tente. Ça peut être juste être un coin entre le mur et le sofa. Donc, où est-ce qu'on met une petite couverture? Donc, ça peut être ce type-là. Habituellement, quand on parle à la maison ou à l'école, on veut un endroit qui est juste accessible pour un enfant à la fois. Donc, c'est pour ça que c'est un tout petit coin douillet, là. Il peut avoir des sièges confortables, il peut avoir des couvertures ou des oreillers, il pourrait avoir des livres préférés ou des jouets ou des supports visuels, hein, selon ce que votre enfant a besoin. Mais c'est vraiment plus comme c'est l'exemple d'une pause café pour nous, où est-ce que c'est un moment où est-ce que l'enfant peut se retirer toutes les informations sensorielles qui sont peut-être trop pour lui, comme le bruit ou les activités autour, pour aller se ressourcer. Parfois, il faut l'enseigner ça. Donc, c'est possible qu'il y a besoin de votre soutien ou de soutien de son enseignante ou de son éducateur pour comprendre comment utiliser ce coin-là, ou c'est même le fait pour plusieurs des objets sensoriels qu'on a proposés ou des stratégies. L'enfant a peut-être besoin de la présence d'un adulte signifiant comme ça pour le réconforter ou faire ce qu'on appelle la co-régulation, qui est, moi, je modèle pour l'enfant et j'espère que ça va l'aider. Parce que l'autorégulation, ça va venir par la suite. Mais au début, ça se peut qu'il faut qu'on soutienne l'enfant. On peut avoir l'enfant qui vous aide à créer cet espace-là. Je sais que moi, pour un de mes enfants, on l'a créé ensemble. C'est un espace, elle a un lit surélevé, on a mis un petit coin douillet en dessous du lit avec des petits rideaux. Puis à ce moment-là, il y a un espace là, où est-ce qu'elle peut aller quand elle a besoin de cette pause sensorielle-là. Dernière chose, on va regarder je vous ai parlé d'une chasse au trésor sensoriel. Vous pourriez faire ça avec votre enfant. Vous pourriez le faire aussi vous-même, pour vous-même. Donc, par exemple, on peut faire une chasse sensorielle au niveau pour la vision, hein, la vue. Donc, ça pourrait être un jeu de chercher-trouve ou je devine, selon le niveau de votre enfant. Donc, ça pourrait être dans la nature. Ça pourrait être des plantes, ça pourrait être à la maison, ça pourrait être par rapport à des couleurs ou des formes qu'on voit. Donc, c'est une façon d'explorer l'environnement de façon visuelle. Les sons, ça pourrait être fermer les yeux et écouter. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on peut reconnaître dehors? Est-ce que ce serait le vent, les oiseaux, des voitures? Qu'est-ce qui est possible? Donc, si vous le faites vous-même, est-ce que ça pourrait être ça, mais selon le niveau de votre enfant, vous pouvez ajuster quel type que vous feriez. Le toucher. Est-ce qu'on ramasserait des objets, bien sûr, en toute sécurité, dans la forêt ou à la plage? Est-ce qu'on toucherait? Qu'est-ce qu'on peut toucher? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Des fois, on va faire ces choses-là avec différents sens, puis là, on va chercher différents objets selon ce qu'on cherche. Sentir et goûter. Ça pourrait être des légumes frais locaux, ça pourrait être des fruits, ça pourrait être deviner quel aliment que c'est en fermant les yeux et juste en touchant ou en sentant aussi. Le mouvement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le mouvement dans un parcours, un terrain de jeu? Est-ce qu'on peut aller vite? On peut aller lentement? Donc, c'est le genre de chasse sensorielle comme ça que je vous propose peut-être d'explorer avec votre enfant. Là, maintenant que le beau temps revient, c'est le temps de commencer à aller dehors. Hein, c'est le printemps qui démarre. Donc, ça, c'est des exemples de chasse sensorielle que vous pourriez faire là, pour vous-même ou pour votre enfant. Je vous remercie infiniment pour votre présence pour cette séance ce soir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre dans la boîte des questions-réponses. Ça va me faire plaisir d'y répondre pendant le temps de questions-réponses en direct. Merci beaucoup et bonne soirée.
Bonsoir, j'espère que vous avez apprécié le webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de questions-réponses. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, c'était notre troisième séance sur l'exploration des sens. Puis ce soir, on a parlé des stratégies et des outils sensoriels. J'ai quelques questions que je vais répondre. Mais j'ai encore le temps d'en prendre si vous en avez. La première question, c'est mon enfant a beaucoup de difficultés sensorielles. Je ne sais pas par où commencer. Donc, on a donné plein de stratégies et de différents outils qu'on peut utiliser. Par où on commence? Une des choses que je recommande, on a parlé de faire le détective sensoriel pendant les séances dernières. Là. Dans le fond, on fait notre détective sensoriel, on découvre qu'est-ce qu'on pense qui cause les difficultés là, de peut-être les sorties qu'on voit, les comportements qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qui se passe. On essaie de comprendre c'est quoi les différents stimuli sensoriels qui fait que c'est difficile. Donc, ça, si on fait ce travail-là, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, puis on pense qu'il y a beaucoup de difficultés sensorielles, d'après ce que je peux comprendre. Par où commencer? Une des choses par où on pourrait commencer, ça serait de penser, mais qu'est-ce qui cause le plus de détresse dans la vie de votre enfant? Ça, ce serait une des choses. Donc, on pourrait commencer par ça, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on peut changer quelque chose ou changer ajouter une stratégie, changer la routine, quelque chose comme ça. Et surtout, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit qui survient plusieurs fois dans la journée ou plusieurs jours dans la semaine? Donc, c'est vraiment, qu'est-ce qui est le plus lourd? C'est souvent par là que je vais vouloir commencer. Donc, ça serait une des façons de s'y prendre. Parfois, trop mettre de stratégie en même temps, ben ça peut causer de la détresse parce que là, on change des routines ou on ajoute des choses. Puis ça, l'enfant pourrait peut-être avoir des difficultés. Donc, c'est une bonne idée de dire par où commencer. Donc, commencer par une chose à la fois. Puis là, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire si on réussit à trouver des stratégies qui fonctionnent pour cette difficulté-là. Mais là, comment ajouter autre chose par la suite. Donc, ça serait ma réponse pour celle-là. J'espère que ça vous aide. L'autre question que j'ai, c'est combien de temps j'essaie des stratégies avant d'abandonner si ça ne marche pas? Donc, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, l'exemple qu'on a, c'est par exemple les coquilles sur les oreilles là, pour mettre en sourdine un peu les sons là, perturbateurs à l'extérieur. L'enfant ne veut pas les porter. Combien de temps je vais essayer? Donc, la réponse courte, c'est ça dépend. Donc, il n'y a pas de réponse là-dessus, il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Dans le fond, la première chose que je regarde, c'est est-ce que ça met votre enfant en détresse, cette stratégie-là? Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est essayer quelque chose qui va faire que ça empire la situation. Parfois, on pense que peut-être qu'une stratégie va fonctionner, mais ça engendre une autre difficulté, comme par exemple les coquilles. Parfois, l'enfant peut avoir des difficultés avec les sons, mais il y a de la difficulté avec quelque chose qui touche ses oreilles. Donc, peut-être que la coquille, ça ne fonctionnera pas parce que c'est trop de stimulation sur ses oreilles. Donc, ça, par exemple, à ce moment-là, peut-être que la coquille, va peut-être falloir l'approcher de façon plus tranquille, plus tranquillement, doucement et sur un plus long temps, ou essayer de trouver d'autres stratégies là, pour les difficultés par rapport à la réaction face au son. D'un autre côté, il y a d'autres stratégies que, par exemple, d'exploration sensorielle ou les petits jouets, les objets de manipulation, des choses comme ça, ça ne rend pas votre enfant en détresse, mais ça semble, comment je sais si ça fonctionne ou si ça fait une différence? Donc, ça, c'est l'autre façon de voir, c'est, ben, si ça ne fait pas de tort,
est-ce qu'on continue? Mais ça ne change rien nécessairement dans le comportement de mon enfant. Il touche quand même à tout, il met quand même des choses dans sa bouche, même si je lui donne le chewy, par exemple, pour mordiller dessus, l'objet de dentition ou quelque chose comme ça. Il continue quand même à mettre tout dans sa bouche. Donc, est-ce que je continue de lui offrir? Bien, la réponse, c'est peut-être que oui. Donc, si vous avez un professionnel avec qui vous travaillez, vous pouvez poser la question. Mais habituellement, j'aime essayer une stratégie pour 2-3 semaines avant de dire, OK, non, ça ne fonctionne pas parce que pour plusieurs enfants, ça peut prendre du temps à ce que cette stratégie-là fasse partie là, de leur quotidien ou de leur vie quotidienne, puis qu'ils voient que ben, ça fait une différence, ça m'aide, ça me fait du bien, puis que là, je n'ai pas autant besoin de, par exemple, tout mettre dans ma bouche. Puis même avec certains enfants, ça peut prendre 3-4 mois avant qu'on voit une différence. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de réponse, mais je dis au moins 2-3 semaines, puis là, voir est-ce qu'on va commencer à avoir un changement. Sinon, on peut penser peut-être à mettre une pause sur la stratégie ou l'outil sensoriel que vous utilisez si vous ne voyez pas nécessairement des résultats. Mais parfois, comme j'ai dit, ça peut prendre des fois 3-4 mois avant qu'on voit que ça peut faire une différence. Donc, ça, c'était la deuxième question que j'avais. Combien de temps j'essaye une stratégie avant de me dire ça ne fonctionne pas? Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie d'avoir participé à nos webinaires sur l'exploration des sens. J'espère que ça vous a apporté des idées sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans votre quotidien avec votre enfant ou même vous-même. Puis, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.